Je vous propose de commencer. Et donc pour commencer, je vous prie d'excuser le président de Rugy qui ne peut être parmi nous ce matin. Donc à l'ordre du jour, un point important qui porte sur la prise en charge de l'autisme. Il s'agit d'un rapport demandé sous la précédente mandature. Ce rapport arrive à point nommé puisque le gouvernement vient de dévoiler sa stratégie nationale pour l'autisme 2018-2022. Il prend la suite des 3 plans qui se sont succédés de 2005 à 2017. C'est l'occasion pour nous, membres du CEC, de venir accompagner ce plan en apportant la préconisation établie à partir de nombreuses auditions et d'un réel sérieux travail d'analyse. Je vous rappelle que ce rapport, le CEC a demandé l'assistance préalable de la Cour des comptes. Monsieur Didier Migaud nous a présenté l'étude réalisée par la juridiction financière le 24 janvier dernier. Et nos 2 rapporteurs sont ici à mes côtés, Madame Nathalie Sarle et Monsieur Daniel Fasquelle. Le groupe de travail était composé de Thibaut Bazin, de Caroline Janvier, de Patrice Perrault, d'Aurélien Pradier, d'Alain Ramadier et d'Adrien Taquet. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour la présentation de ce rapport. Bien, merci Madame la Présidente. Donc nous allons évidemment présenter ce rapport à 2 voix et en accord avec Nathalie Sarle, je vais faire une brève introduction. D'abord pour remercier les administrateurs qui ont travaillé à nos côtés, puisqu'ils ont été extrêmement précieux. Je parle évidemment de Monsieur Lamy, de Madame Meyer, de Monsieur Maisonneuve, également de Monsieur Sandas, qui, bien que stagiaire, voilà, a collaboré très efficacement à nos travaux. Voilà. Je vous remercie aussi tous ceux qui ont accepté de participer à nos auditions, qui ont été nombreuses. Donc, comme vous l'avez dit, ce travail s'inscrit en complément de la stratégie nationale qui a été présentée par le gouvernement, pas du tout en contradiction. Nous approuvons naturellement la stratégie nationale, les axes qui ont été choisis et les priorités qui s'en dégagent. Mais ce travail est néanmoins utile, même s'il intervient après la présentation de la stratégie nationale, puisqu'il permet de la conforter, mais aussi de la compléter et de la préciser, en accord évidemment avec Madame la Ministre, avec Claire Compagnon. Mais je pense que ce travail, il était néanmoins utile. Et puis quelque part, voilà, le Parlement, l'Assemblée nationale, qui s'est emparé de ce sujet avec la création du groupe d'études autisme en 2011, a toujours joué ce rôle aux côtés du gouvernement d'aiguillon, avec à chaque fois la volonté de toujours aller un petit peu plus loin. Et je pense qu'on est là parfaitement dans notre rôle d'appui, de conseil, mais également pour donner écho aux attentes des familles et des professionnels et pour souhaiter qu'à chaque fois on aille encore un peu plus loin pour répondre à ces attentes. C'est en novembre 2016 qu'a été décidé le principe de cette mission. Nous avons immédiatement souhaité faire appel à la Cour des comptes, puisque dans le domaine de l'autisme, malheureusement, on manquait encore et on manque encore d'éléments statistiques précis. Et ce rapport de la Cour des comptes, on l'attendait depuis très longtemps, et il a permis justement d'éclairer notre débat en nous fournissant un certain nombre d'informations qui étaient extrêmement précieuses. Puis la Cour des comptes n'a pas fait que nous donner des éléments statistiques, elle a aussi pris position sur un certain nombre de sujets. Et à partir de ce rapport de la Cour des comptes qui nous a été remis en décembre dernier, présenté en janvier ici par son président, nous avons pu engager un certain nombre d'auditions, 5 tables rondes, et plusieurs auditions, et c'est 49 personnes au total qui ont pu réagir aux propositions de la Cour des comptes, au constat de la Cour des comptes. Et sur cette base, donc, nous avons pu, après ces auditions, à chaque fois dégager un certain nombre de priorités, préciser un certain nombre de constats, faire un certain nombre de propositions, et ce sont ces constats, ces priorités, ces propositions que nous allons vous présenter ce matin. Oui, merci Daniel. Donc nous allons effectivement continuer cette présentation à 2 voix et je vais prendre la suite. Nous avons donc souhaité en fait commencer ce
rapport par la partie qui concerne le repérage, le dépistage et le diagnostic des enfants. Et pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a un véritable enjeu sur ces questions-là, dans la mesure où c'est lorsque l'on dépiste et que l'on repère et que l'on diagnostique tôt, que l'on prend en charge tôt, que les jeunes enfants qui souffrent d'autisme auront la capacité d'acquérir des habiletés sociales et de vivre de façon le plus intégrée possible. Or, dans son rapport, la Cour avait donc dénoncé des carences persistantes dans le dispositif de repérage, de diagnostic et d'intervention précoce. Et il est donc important, voire essentiel, que ces carences soient corrigées. Aujourd'hui, le maillage territorial donc, des médecins représente un réseau de dépistage qui est bien sûr considérable. Or, dans le rapport de la Cour des comptes, il avait été stipulé, il avait été en tout cas constaté, suite à des questionnaires qui avaient été envoyés à des médecins généralistes, que 49% des généralistes et 20% des pédiatres n'avaient pas reçu de formation spécifique concernant les troubles du spectre de l'autisme. Or, ce sont quand même ces professionnels qui sont susceptibles de repérer, voire même de diagnostiquer les enfants en première ligne. D'ailleurs, il avait également été noté que 60% des pédiatres et 90% des généralistes orientaient les enfants, quand il y avait donc une suspicion, vers d'autres professionnels. Ainsi, donc, nous souhaitons que ce réseau de diagnostic, de repérage et de dépistage soit renforcé. Et pour cela avait été présenté déjà dans le 3e plan autisme mais n'a pas été mis en œuvre. Nous recommandons, en tout cas, nous faisons une proposition simple, c'est qu'une grille d'évaluation simple à utiliser qui s'appelle le MCHAT, qui est en fait une grille qui est utilisée par exemple en Italie depuis 2009, soit intégrée dans le carnet de santé et soit ainsi diffusée à l'ensemble des professionnels, donc notamment des médecins qui font les bilans des enfants réguliers avant le 24e mois, de façon à ce que des premiers outils soient diffusés, connus et transmis et puissent aider finalement à ce diagnostic. En contact quotidien avec également les enfants, tous les professionnels de la petite enfance ont aussi, bien sûr, un fort repérage, un fort potentiel de repérage qui est aujourd'hui insuffisamment exploité. Et nous avons donc noté que sur certains territoires, ces professionnels de la petite enfance étaient ou recevaient des formations spécialisées. Et nous souhaitons que finalement, ce qui est mis en place dans certains territoires, je pense par exemple à la région Auvergne-Rhône-Alpes, où le Centre régional pour l'autisme dispense des formations à l'ensemble des professionnels de la petite enfance, et bien que ce genre d'initiative soit généralisé à l'ensemble du territoire français. Donc, dans notre rapport, nous proposons effectivement que ce soit les CRA, donc les centres régionaux autisme, qui soient finalement responsables du cadrage national de ces actions de formation à destination des professionnels de la petite enfance. Je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Pardon. Ah oui, parce que je ne l'ai pas sur l'écran, excusez-moi. Concernant toujours le diagnostic, le 3e plan autisme avait fait un certain nombre de propositions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on note? On note notamment que les centres régionaux pour l'autisme sont encombrés, sont embouteillés. Il faut attendre très longtemps avant de pouvoir avoir un rendez-vous et avant de pouvoir avoir un diagnostic posé par un centre régional autisme. Or, on n'a pas nécessairement besoin de passer par ces structures pour avoir un diagnostic et on parle aujourd'hui d'organiser un accès gradué au diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux en fait de repérage et de diagnostic qui sont possibles. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a les médecins généralistes par exemple, avec cette grille d'évaluation et éventuellement également bien sûr d'autres outils. Mais il y a également d'autres types de structures qui existent pour ce qu'on appellerait des diagnostics simples, que sont les CAMS. Les CAMS, vous savez que ce sont les centres d'accueil médicaux précoces, ou bien que sont les CMP, les centres médicaux psychopédagogiques. Et ces structures peuvent représenter aujourd'hui un niveau de diagnostic, ce qu'on appellerait de 2e ligne, vers lesquels il faut orienter les familles prioritairement, de façon à ce qu'ensuite les centres régionaux pour l'autisme soient vraiment
utilisés ou soient vraiment spécialisés dans les diagnostics qu'on dirait complexes, hein, donc dans des diagnostics de 3e ligne, de façon à ce qu'ils ne soient pas encombrés et de façon à ce que justement ce délai qu'on a aujourd'hui, ce délai moyen qui est de 15 mois, puisse être réduit pour qu'ensuite, après le diagnostic, on ait une prise en charge rapide. Or, il nous semble aujourd'hui, et c'est une des propositions que nous faisons, que l'existence donc des centres régionaux autisme est une bonne chose, mais que le maillage territorial n'est pas suffisant. Un centre régional, quand on voit la taille d'une région, bien évidemment, pour une famille, cela peut paraître très complexe d'avoir accès à un centre régional autisme. Et donc, il faut absolument développer ce maillage de seconde ligne, mais également ce maillage des CRA de proximité, comme on l'a par exemple pour l'MDPH. On l'a vu lorsque nous avons fait les auditions pour, vous savez, pour l'évaluation en fait et le service rendu par les MDPH, que certaines MDPH sont déployées dans des réseaux de proximité, ce qui permet d'offrir donc une offre de service beaucoup plus accessible à l'ensemble des familles. Donc pour les centres régionaux autisme, pourquoi ne pas également déployer des centres qui seraient adossés à des services hospitaliers, à des hôpitaux de proximité, et de façon à être beaucoup plus accessibles dans l'ensemble des territoires. Donc ça fait partie d'une des propositions que nous faisons. Pour compléter, je parlerai donc de la réorganisation de la prise en charge précoce. Vous savez qu'aujourd'hui, donc je vous l'ai dit dans la diapositive précédente, il y a un consensus sur le fait que les prises en charge doivent être faites le plus rapidement possible. Or, un premier diagnostic, qu'on appellera un diagnostic fonctionnel, qui fait état des troubles du développement, doit suffire au déclenchement d'interventions précoces. Nous savons par exemple qu'aujourd'hui, certaines MDPH vont demander un diagnostic de centre régional autisme pour pouvoir déclencher les interventions d'un enfant. Or, il faut absolument passer ce stade-là et il faut qu'aujourd'hui, ce réseau gradué et finalement ces premières lignes de diagnostic puissent permettre le déclenchement d'interventions précoces. Cependant, nous notons bien sûr, et malheureusement, que l'offre d'intervention précoce est encore insuffisante et qu'elle repose essentiellement sur les structures médico-sociales qui aujourd'hui sont également embouteillées. Afin donc de renforcer l'offre, la Cour des comptes avait préconisé donc de déployer dans chaque territoire ce qu'on appelle un CESA d'intervention précoce. Vous savez, ce sont ces centres d'éducation et de soins spécialisés à destination des enfants. Et nous sommes bien entendu d'accord avec cette proposition sur le fait que l'offre du secteur médico-social devrait être augmentée. Cependant, nous souhaitons insister sur le fait que, outre le déploiement des CESAD, il faut également déployer ou mettre en place une coordination forte des différents acteurs, car les CESAD ne suffisent pas à répondre aux familles. Il faut également faire appel à des professionnels libéraux, et ces professionnels libéraux devront également être intégrés dans l'offre de coordination, dans cette coordination forte donc, au niveau de chaque territoire de santé. À ce propos, nous avons auditionné l'ARS de Haute-Normandie qui, elle, nous a montré comment elle avait organisé des plateformes d'intervention précoce qui étaient adossées à des structures médico-sociales et qui étaient constituées de personnel formés aux méthodes psycho-éducatives et comportementales. Et les enfants qui sont accueillis dans ces structures, en général, entre 18 et 36 mois. Donc il nous semble que ce modèle, encore une fois, comme nous l'avons vu et comme nous l'avons auditionné, devrait pouvoir être déployé sur l'ensemble du territoire français. Je te laisse la parole, Daniel, pour la suite. Bien, merci. Vous allez voir que ce rapport est très, très dense et très riche. On fait 31 propositions. Voilà, donc, on vous les présente évidemment rapidement, mais vous pourrez poser des questions par la suite si vous voulez qu'on revienne sur l'une ou l'autre de ces propositions. Et s'agissant du rapport de la Cour des comptes, il fait 3 constats évidemment auxquels on réagit. Il y a seulement 15% des enfants qui sont convenablement repérés, diagnostiqués et traités. Il y a seulement 30% des enfants qui sont scolarisés et 2% des adultes qui accèdent au monde du travail. Donc ces chiffres sont terribles et nos propositions visent évidemment à faire bouger les lignes. Alors s'agissant du repérage et du diagnostic, Nathalie vient d'en parler, mais ça ne suffit pas de repérer, diagnostiquer, il faut ensuite faire en sorte qu'il y ait une prise en charge qui soit correcte. Alors pour que cette prise en charge soit correcte, encore faut-il qu'il y ait des professionnels compétents. On sent bien que les choses ont évolué, qu'il y a une prise de conscience que les recommandations de la Haute Autorité de 2012 doivent maintenant
s'appliquer sur le terrain. Il y a une demande des familles, mais le problème aujourd'hui concrètement, et c'est ressorti très clairement à l'occasion des auditions, c'est le sujet majeur de la formation des professionnels. On va manquer de professionnels. Il y a aujourd'hui sur le terrain des associations, des structures, des familles qui souhaitent avoir des professionnels qui soient capables d'appliquer les recommandations de l'HAS, et ces professionnels manquent. D'où, après ce constat, un certain nombre de propositions que nous faisons dans le cadre du rapport, qui est d'ailleurs d'abord de réformer la formation initiale des professionnels de santé qui interviennent auprès des personnes autistes, de refondre la formation du travail social et son évaluation, et de revoir aussi la formation à l'autisme des personnes qui accompagnent les élèves en situation de handicap. En fait, c'est toute la question de la formation qui est à revoir, de la formation initiale, et ça va du futur médecin qui doit être, dans le cadre de sa formation générale, sensibilisé à ces questions, en passant par l'infirmière, en passant par les professionnels de la petite enfance, et puis en passant aussi par ceux qui vont faire de leur métier demain de soigner les personnes en situation, souvent souffrant de troubles autistiques. Et s'agissant de ces spécialistes professionnels formés pour prendre spécifiquement en charge les personnes autistes, on manque aussi là aussi de formations spécialisées, et on souhaite que des formations nouvelles s'ouvrent, quel que soit d'ailleurs le niveau de ces formations. Mais on manque de formation à Bac+2, à Bac+3, mais également dans l'université. Par ailleurs, au-delà de cette question de la formation des professionnels, si on veut vraiment que les personnes souffrant de troubles autistiques soient bien soignées, il faut s'assurer d'une application effective des recommandations de la Haute Autorité. Ces recommandations, elles datent de 2012 et elles ne sont pas encore pleinement appliquées sur le terrain. On en a de très nombreux témoignages. Alors, Nathalie s'interrogeait, elle en parlera peut-être, sur le point de savoir comment on pourrait faire en sorte que la HAS ait les moyens de vérifier et d'imposer ces recommandations sur le terrain, mais on n'en est pas encore là. Il faut utiliser d'autres moyens pour faire en sorte que ces recommandations s'appliquent concrètement sur le terrain, et on n'est pas dépourvu de moyens. Pour ce qui est des établissements de santé, on propose que dans le cadre de la certification en cours et qui va s'achever en 2020, ceux qui procèdent à cette certification s'assurent que ces établissements de santé appliquent les recommandations de l'HAS pour pouvoir bénéficier à nouveau de la certification. Il y a également des référentiels qui sont élaborés, et on souhaite qu'ils soient concrètement appliqués sur le terrain par des établissements qui ont en charge donc la prise en charge de patients, de personnes souvent de troubles autistiques. On souhaite que ces référentiels de bonnes pratiques soient opposables aux professionnels, notamment médico-sociaux. Donc ce volet, il est très important, et c'est une question de volonté, hein, qu'il s'agit d'ailleurs des formations initiales ou continues, ou des établissements, ou des professionnels. Il faut à tout prix que les pouvoirs publics fassent en sorte demain d'imposer ces recommandations. Et si on veut avoir une formation initiale ou continue qui soit renouvelée et financée par de l'argent public, eh bien, il faut que ce soit le ministère de l'Éducation nationale ou le ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut que ces ministères vérifient avant de donner à nouveau l'habilitation ou la certification et de mobiliser à nouveau des moyens financiers publics, que ces recommandations soient bien respectées. Et c'est vrai aussi pour ce qui est des professionnels, pas seulement des formations, mais sur le terrain, tous ceux qui demandent un financement public, professionnel, centre, établissement, peu importe, dès lors qu'on mobilise de l'argent public, il faut associer à l'argent public de vérifier que les recommandations de la Haute Autorité soient bien respectées. C'est faux de dire qu'on n'a pas de moyens de pression, pas de moyens de levier, pas de levier s'agissant d'imposer les recommandations de la Haute Autorité aux professionnels ou aux organismes de formation, dès lors qu'il y a de l'argent public. Après, bon, si c'est de l'argent privé, chacun fait ce qu'il veut, mais dès lors qu'on mobilise de l'argent public, de l'argent des contribuables, l'État est tout à fait autorisé à poser comme condition la recommandation des hautes autorités
de la Haute Autorité pour continuer à financer et les formations et les centres et les professionnels. Voilà l'idée. Oui, sur ces recommandations de bonne pratique, je mettrai juste je ferai juste une petite, pas une digression, mais un commentaire personnel. Il faut qu'en fait ces recommandations, elles deviennent un socle de compétences partagées. Hein. C'est-à-dire, c'est pas dire on fait du coercitif, c'est plutôt voilà, on a aujourd'hui travaillé sur la question et il faut faire de la diffusion parce qu'on sait que ça marche. Ça marche dans beaucoup de pays, ça a été prouvé. Donc, ça nous permet d'apporter une réponse au développement des habiletés sociales des personnes autistes. Et donc, il faut y aller. Un autre sujet, peut-être, Daniel, dont nous pouvons parler ensemble, et sûrement que vous avez dû expérimenter vous-même en tant que député, c'est la question de l'information. Et en fait, la question de l'information, elle est à deux niveaux. Nous avons d'abord un grand déficit d'information concernant les professionnels. Les professionnels, effectivement, ne savent pas vers qui orienter les enfants lorsque un diagnostic est posé ou lorsque une suspicion diagnostique est posée. De même, lorsque une MDPH fait une orientation sur un enfant, elle va éventuellement lui donner une liste d'établissements, mais voilà, à la famille de se débrouiller et comment trouver l'information du bon endroit, de la bonne prise en charge, du bon praticien éventuellement. Donc, on a vraiment deux niveaux. On a le niveau d'information donc des professionnels qui manquent, et puis aussi le niveau des familles qui nous disent toutes, et je crois d'ailleurs, je ne sais pas si c'est formulé comme ça dans la stratégie autisme, mais que c'est un véritable parcours du combattant pour arriver à trouver les bonnes informations qui concernent un accompagnement de leurs enfants. C'est pourquoi donc, nous proposons deux dispositifs de formation. Peut-être, Daniel, je vais te les laisser développer dans notre rapport, donc, qui justement reflète bien ces deux niveaux. Alors, on propose effectivement, et ça c'est très novateur, mais si c'est mis en place, ce sera très efficace, on propose deux annuaires, deux répertoires. Un annuaire des formations, parce que pour ceux qui souhaitent se former en formation initiale ou en formation continue, un annuaire qui recense les formations qui respectent les recommandations de la HAS, et on verra qu'il y en a trop peu, et ça fera bouger aussi les chefs d'établissement qui se diront mais on veut rentrer dans cet annuaire, et pour ce faire, eh bien, il faudra faire en sorte que les modules de formation respectent les recommandations. Et puis, il y a aussi un besoin d'information des familles. Les familles ont besoin de savoir quels professionnels appliquent les recommandations, et pour cela, donc, on propose un autre annuaire complémentaire, un annuaire des formations et un annuaire des professionnels. Si une famille souhaite voir son enfant soigné par un établissement ou un professionnel libéral qui respecte les recommandations, eh bien, il faut qu'elle ait l'information. Pour avoir l'information, eh bien, elle pourra avoir accès à cet annuaire qui recensera non seulement les établissements et certification après certification, les établissements pourront rentrer dans cet annuaire, mais également les professionnels libéraux. Et ce qu'on propose en ce qui concerne les professionnels libéraux, c'est une démarche volontaire. C'est-à-dire que si un professionnel libéral souhaite pouvoir entrer dans cet annuaire et pouvoir afficher auprès des patients qui respectent les recommandations de la Haute Autorité, on propose de mettre en place une procédure de certification. Et dès lors que ce professionnel libéral volontairement entre dans cette démarche de certification et qu'il est certifié, il pourra intégrer cet annuaire. Donc, on ne va pas pointer ceux qui n'appliquent pas les recommandations de la HAS. On choisit une autre méthode, plus souple, mais plus positive, mais qui sera tout aussi efficace, qui, au contraire, positivement, de mettre en lumière ceux qui respectent ces recommandations pour une bonne information des familles et pour faire en sorte que, sur le terrain, les choses bougent encore un peu plus vite. Voilà, il faut qu'on se... je continue. Donc, un autre point qui nous semble essentiel pour que les enfants soient convenablement soignés et les adultes, c'est la question du reste à charge. C'est un point extrêmement délicat, mais on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les enfants ne sont pas traités de la même façon parce que toutes les familles n'ont pas les mêmes moyens de payer les professionnels dont elles ont besoin pour faire en sorte que leurs enfants soient convenablement soignés. Alors sur le terrain, il y a des initiatives qui se développent, notamment il y a des associations de parents qui se créent. Alors, ces associations de parents, en mettant en commun leurs moyens, parfois en faisant appel à des clubs services, je cite souvent l'exemple de l'association que j'ai
soutenu dans ma propre commune du Touquet-Paris-Plage, mais il y a plein d'autres exemples en France, et d'associations, ces parents, alors ils font des brocantes, ils fabriquent des petites choses qu'ils vendent à l'occasion de fêtes, ils font appel au club service, etc. Tout ça pour qu'ils puissent avoir un petit peu de moyens pour payer des professionnels qui parfois forment des bénévoles pour que leurs enfants soient convenablement soignés. Ça marche, mais ça ne marche pas partout. D'ailleurs, on souhaite, nous, même si demain l'État prend de plus en plus la main sur la prise en charge de l'autisme, qu'on n'abandonne pas ces associations, qu'on ne mette pas fin à ces initiatives, mais qu'au contraire, on assure dans le temps, alors évidemment avec un contrôle, le financement de ces associations et de ces structures, parce que dans la palette des interventions, ces associations jouent un rôle utile, ce serait dommage qu'elles disparaissent. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ces associations existent parce qu'il y a une défaillance de la part de l'État. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que, s'agissant du reste à charge, c'est que l'État intervienne et que demain, eh bien, les familles n'aient plus à subir ce reste à charge et qu'il n'y ait pas deux catégories d'enfants en France, ceux qui ont la chance d'avoir des parents qui ont les moyens de les faire soigner et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui ont les moyens de les faire soigner ou qui ont eu accès à ces associations qui parfois vivent vraiment de bout de ficelle et qui auraient besoin d'ailleurs d'être beaucoup mieux soutenus dans le temps. Donc la question du reste à charge, c'est une question centrale, essentielle, qui préoccupe énormément les familles. Et je pense qu'on est tous attachés aujourd'hui à l'égalité d'accès aux soins. Et cette égalité d'accès aux soins, elle n'est pas une réalité aujourd'hui malheureusement dans notre pays. Et donc ça fait partie d'une des propositions fortes du rapport que de souhaiter que ce reste à charge soit pris en charge demain. C'est une maladie chronique. Il y a beaucoup d'autres maladies chroniques pour lesquelles on ne se pose pas la question de la prise en charge par la sécurité sociale des soins à apporter à ces malades chroniques. C'est la seule maladie chronique en France pour laquelle eh bien, les familles sont laissées livrées à elles-mêmes et pour laquelle elles ont à subir un reste à charge qui est très très important. Donc sur ce point, on souhaite qu'il y ait vraiment une avancée rapide et réelle pour venir soulager les familles. Oui, et j'ajouterais peut-être, Daniel, sur cette question que je crois que nous avons chacun des exemples. Enfin, en tout cas, il y a de nombreux exemples en France. Moi, par exemple, sur ma circonscription, j'ai l'exemple d'une association qui est très efficace. Et j'insiste sur le fait que même au sein de cette association, les professionnels sont formés. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de créer une association et dire qu'on fait de l'accompagnement, il faut aussi se former et faire de la qualité. Donc ça nous paraît aussi, là aussi, on peut tout à fait labelliser ou enfin repérer en tout cas les associations qui font du bon travail. Dans le rapport donc, de la Cour des comptes, il y avait également un constat qui était enfin, une critique assez forte sur l'organisation de la prise en charge et notamment sur le fait qu'en France, on a un vrai cloisonnement, on a une organisation en silo entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire, ce qui d'ailleurs entraîne souvent ce qu'on appelle des ruptures de parcours. Des personnes qui sont suivies pendant un temps par une structure et puis quand elles arrivent à l'âge en fait de fin de la prise en charge, il n'y a pas de continuité ou il n'y a pas de réorientation vers une structure qui prendra la suite. Pourtant, on l'a vu également lors des auditions, la région Normandie a mis en place une organisation et qui montre que l'offre de services peut être structurée et elle peut être intégrée pour assurer justement ce parcours continu qui va du diagnostic jusqu'à l'accompagnement de l'enfant, éventuellement jusqu'à l'accompagnement de l'adulte. Et donc, notre proposition serait de s'inspirer de cette organisation qui, en fait, fait émerger des projets de territoire qui reposent sur un pilotage qui est d'abord fondé sur un partenariat entre l'ARS et le Centre régional autisme et puis qui implique donc l'ensemble des acteurs dans une co-responsabilisation, une offre de services intégrés, la désignation d'un pilote régional et puis des intervenants pivots en fait qui apportent une aide à la coordination du parcours et donc à la continuité surtout du projet personnel. En région Rhône-Alpes-Auvergne également, le CREAI a créé justement, enfin a identifié une personne qui serait une personne ressource pour cette continuité de parcours. On a aujourd'hui des structures qui existent au niveau régional et donc là encore, inspirons-nous des exemples qui marchent pour notamment ce que nous nous disons, c'est bien entendu, chaque ARS pilote ses propres politiques, mais on a quand même un impératif national. Et finalement, il serait intéressant que
ces exemples régionaux qui marchent soient recensés dans une espèce de guide national qui puisse ensuite être diffusé à l'ensemble des régions pour pouvoir les inspirer, puisque les expérimentations qui marchent finalement, ce n'est pas la peine que chacun s'épuise ou épuise son énergie à en repenser d'autres, alors qu'elles existent déjà et qu'elles pourraient être dupliquées sur le territoire. Alors, la question suivante va traiter donc de la question de l'inclusion donc des personnes autistes dans la société et puis surtout de la question donc de la scolarisation des enfants. On estime que par exemple pour l'année scolaire 2016-2017, 45 000 enfants étaient scolarisés, dont 72% de ces enfants en milieu ordinaire. Il y a donc une progression de ce chiffre qui est à peu près de l'ordre de 11%. Pourtant, il n'est pas suffisant. Et surtout, ce qu'il masque, ce chiffre, c'est qu'il y a des temps de temps scolaire, des temps de présence scolaire qui sont très disparates d'une école à l'autre, avec notamment des temps qui sont très fragmentés et donc difficiles à gérer pour les familles. Et surtout en maternelle, d'ailleurs, où les temps sont, où on estime que seulement 29% donc, des élèves sont scolarisés. Aussi, vous savez que le troisième plan autisme avait mis en place ce qu'on appelait des UEMA, des unités maternelles. Donc, il en avait été déployé à peu près 112, je crois d'ailleurs 112, lors du dernier plan autisme. Et donc, ce qui est recommandé ici, bien sûr, c'est de continuer ce déploiement, mais également de renforcer les interactions entre l'éducation nationale et le secteur médico-social. Ce sont deux mondes qui doivent se rencontrer et il faut que l'éducation nationale puisse bénéficier de l'expertise des acteurs de terrain qui existent. Je souhaiterais donc vous relater à ce propos l'expérience que nous avons vécue sur ma circonscription il y a à peu près 3 semaines, où le maire d'une petite commune a été amené à fermer l'école 2 jours, tout simplement parce qu'il y avait une situation de crise qui n'avait pas pu être accompagnée correctement. Et devant le désarroi des enseignants et également des autres familles, la seule réponse qu'il avait apportée, ça avait été la fermeture de l'école. Or, si l'éducation nationale aujourd'hui disposait d'un accompagnement, on va dire, d'une expertise pour ces situations de crise, on n'en arriverait pas là. Et je trouve que ce genre de situation est terrible parce que du coup, elle va exacerber la stigmatisation des enfants en difficulté. Et plutôt que d'arriver à finalement à un résultat d'inclusion, on arrivera plutôt à un résultat de marginalisation, ce qui doit être absolument évité. Voilà, je trouve que c'est des situations de crise qui sont absolument terribles. De même, nous insistons dans notre rapport sur le fait que les ruptures de parcours scolaire doivent être absolument évitées. Vous savez également que dans le cadre donc, de la création de la politique du handicap en faveur donc, des personnes handicapées, ont été créés des dispositifs de classe Ulysse. Sur mon département, par exemple, il y a beaucoup de classes Ulysse qui ont été créées en primaire. Cependant, au collège, ça ne suit pas. Or, si on crée des classes Ulysse en primaire et qu'on arrête finalement ces classes en collège, ça veut dire là encore que les enfants vont être dispersés dans les classes, vont être très perturbés par un changement finalement d'accompagnement. Or, il y a moyen aujourd'hui de déployer ces dispositifs également au collège. Nous avons d'ailleurs auditionné, je crois que c'était la région, c'était Limoges, qui nous montrait à quel point l'organisation interne et l'adhésion de l'ensemble des enseignants avec l'intervention des parents et également du secteur médico-social au collège avait fait ses preuves et avait apaisé l'ensemble si vous voulez, l'ensemble des acteurs finalement dans le collège donc, de Limoges qui avait fait cette expérimentation. Daniel, je vais te laisser la parole pour parler des adultes, parce que bien sûr, nous avons beaucoup parlé des enfants. Alors, il est vrai que quand on parle beaucoup des enfants, c'est parce qu'on prépare les adultes de demain. Mais aujourd'hui, il y a quand même une grande carence pour l'accompagnement des adultes, et Daniel va vous l'exposer pour commencer. C'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré jusqu'à présent sur la question des enfants, et c'est tout à fait normal. Et c'est là où il fallait d'abord et avant tout faire porter l'effort, mais il ne faut pas oublier que la question des adultes est une question qui est aussi très très importante, qui préoccupe énormément les familles, et je pense que c'est les futurs chantiers
notamment du groupe d'études Carole Autisme, devront porter aussi sur les adultes qu'on a jusqu'à présent quand même relativement, enfin trop ignorés. Et les chiffres de ce point de vue-là sont terribles, puisqu'on estime à peu près à 600 000 le nombre d'adultes autistes en France, et il n'y en a que 20% qui sont repérés comme tels et qui sont traités comme tels, c'est-à-dire 75 000. Alors les autres, où sont-ils? Eh bien, ils sont ceux qui ne sont pas identifiés, mais ils sont dans les familles, qui font ce qu'elles peuvent, avec évidemment l'inquiétude des parents vieillissants du sort de l'adulte autiste quand malheureusement ils ne seront plus là. Et puis pour les autres, eh bien, ils sont enfermés dans des hôpitaux psychiatriques, traités souvent par des médicaments, des camisoles chimiques, enfin des traitements qui ne sont absolument pas adaptés à l'autisme et qui les détruisent. Alors qu'on sait très bien que même un adulte autiste bien pris en charge par de bonnes méthodes peut progresser, peut évoluer. Et il y a des troubles qu'on peut parfaitement soigner par les méthodes éducatives et comportementales. On a plein de démonstrations en France. Alors, c'est pourquoi on propose évidemment de continuer à créer des places dans des établissements adaptés, parce que pour certains adultes autistes, il n'y a pas d'autre solution que des établissements qui soient dédiés à l'accueil de ces adultes autistes avec des personnels formés. Mais on sait qu'il y a aussi des adultes autistes qui sont capables d'une certaine autonomie, et il faut s'adapter à ce degré d'autonomie dont les adultes sont capables. Alors, ça suppose d'avoir des logements qui soient des logements adaptés. Et là, l'offre de logement aujourd'hui est insuffisante. L'accès d'ailleurs des personnes handicapées au logement social est un vrai sujet au-delà des personnes autistes. C'est dans la loi Elan, Daniel. Je sais, mais s'agissant d'accès des personnes handicapées au logement dans le cadre de la loi Elan, il y a beaucoup de débats, donc de tensions et peut-être d'incompréhension. Je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, on va laisser ça dans l'hémicycle, mais en tous les cas, il y a un vrai sujet. Il faut vraiment ouvrir la palette des solutions. Et s'agissant du logement, par exemple, on pourrait imaginer un ensemble de logements avec un éducateur qui puisse suivre 4, 5, 6, 10 personnes autistes qui bénéficieraient d'une certaine autonomie avec leur logement, mais avec quelqu'un qui soit à leur côté, qui les accompagne et qui les aide. Bon, ce genre de formule entre un logement pour un adulte autiste dans le parc social où il serait seul et complètement autonome, et la solution de l'adulte autiste accueilli dans un établissement fermé, il y a entre deux des solutions intermédiaires qui sont à imaginer, et tant mieux si elles se mettent en place le plus rapidement possible. Et en dehors de la question de l'accès au logement, on peut aussi imaginer pour les personnes autistes qui sont dans leur famille des équipes ambulatoires qui pourraient aussi, à la demande des familles, régulièrement ou ponctuellement venir épauler ces familles, les aider, soigner ces personnes à domicile, voire même des structures légères comme des haltes répit où les adultes autistes pourraient être accueillis pour quelques heures, ce qui pourrait aussi soulager les familles. Je pense que c'est des formules sur lesquelles il faut qu'on travaille. Il existe dans le domaine de la maladie d'Alzheimer, par exemple, des haltes répit qui se sont multipliées. Ce sont des formules qui fonctionnent très bien et qui permettent de soulager les proches qui préfèrent garder la personne chez eux, mais qui ont besoin aussi de temps en temps de pouvoir souffler. Et puis ensuite, il y a l'immense question de l'accès des personnes autistes à l'emploi, puisque là, les chiffres sont terrifiants. Alors, aucun ne peut être fiable, puisque, comme je vous l'ai dit, les 600 000 adultes autistes ne sont pas répertoriés, convenablement identifiés, mais enfin, on sait que de toute façon, c'est moins de 5% et probablement moins de 2% des adultes autistes qui ont accès à l'emploi. Donc là, il faut vraiment que les choses bougent et changent. Alors, elles changeront parce que on reverra, et je sais que Carole Grandjean doit sans doute y travailler, la question justement des mécanismes qui permettent de l'AH à la recherche d'un emploi en totalité ou partiellement, voilà, d'aménager les mécanismes qui existent aujourd'hui, qui peuvent parfois être un frein à l'accès à l'emploi, partiellement ou en totalité. Mais au-delà de cette question, c'est surtout le changement du regard de la société et des entreprises sur le handicap. Le handicap n'est pas que le handicap physique. Quand on passe handicap, on pense tout de suite à handicap physique et on voit un fauteuil roulant, mais il y a d'autres formes de handicap. Les handicaps cognitifs sont souvent très très peu acceptés, appréhendés, ils font peur. Et donc je pense que de ce point de vue-là, il y a vraiment à mettre en avant des expériences comme celle d'Andros qu'on a auditionné
où on a un chef d'entreprise qui a montré qu'on pouvait parfaitement accueillir dans l'entreprise des adultes autistes et que ça se passe très très bien. Ils sont tout à fait adaptés à certaines tâches. Et de ce point de vue-là, il faut que les choses évoluent. Et elles commencent à bouger. Je disais hier à Nathalie, ça m'a fait plaisir. J'ai eu un coup de fil il y a quelques jours d'un hôtelier qui va créer un nouvel hôtel au Touquet Paris-Plage et qui me disait, écoute, voilà, moi je souhaite pouvoir accueillir 1 ou 2 adultes autistes voilà, sur un poste de travail dans mon hôtel. Est-ce qu'on peut y travailler? Donc je vais le rencontrer la semaine prochaine, mais c'est la preuve que les choses commencent à bouger. Mais elles bougeront parce qu'il y aura une prise de conscience. Et c'est notre responsabilité ici, en tant que parlementaires, députés, ben voilà, d'être des éclaireurs et de faire passer les bons messages. Et à travers le groupe d'études autisme, je proposerai qu'on fasse les 3e journées parlementaires sur l'emploi et le logement des adultes à l'automne, si Carole est d'accord. Mais parfait, très bien, merci. Ce que la Cour des comptes a également constaté dans son rapport, et nous souhaitons également appuyer ou faire des propositions concernant ce point-là, c'est la carence en fait de suivi et d'évaluation des politiques publiques au fil de l'eau, notamment en matière d'autisme. Donc il y a eu des stratégies qui ont été déployées, mais il y a eu peu de remontées finalement des administrations sur les critères qui avaient été proposés, dans la mesure où il y avait des grilles de suivi qui étaient très très complexes, avec 250 items, donc finalement les items ne sont pas renseignés ni par les uns ni par les autres. Et donc il nous semblerait que de ce point de vue-là, même si aujourd'hui on a un comité interministériel qui a été créé et donc qui rassemblera finalement toutes les questions qui se drainent autour de l'autisme, il nous semble que la mise en place d'outils simples d'évaluation, tant sur le plan qualitatif, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, on a des recommandations de bonnes pratiques, on a identifié un certain nombre de points noirs. Est-ce que demain, on aura plus de personnes qui seront accompagnées, mieux accompagnées? Est-ce qu'on aura moins de rupture de parcours? Donc voilà, qu'est-ce qu'on met en place comme outil d'évaluation? Et puis également, donc au niveau qualitatif, et puis également donc au niveau quantitatif. Et il nous semble que cette question de l'évaluation, elle mérite vraiment d'être posée. Peut-être d'ailleurs que notre groupe parlementaire, j'ai envie de dire notre groupe d'études parlementaire, le groupe autisme, pourra également se saisir de cette mission, entre guillemets, c'est-à-dire pendant les 4 ans qui nous restent, eh bien, qu'est-ce que nous notons comme progression, tant par exemple dans les textes de loi, qu'est-ce qui peut faire référence à l'accompagnement de ces personnes, que nous, dans nos circonscriptions, ce que nous voyons, des dysfonctionnements, comment on peut les faire remonter et comment du coup on peut faire des propositions pour les corriger. Voilà, il semble que ce n'est pas seulement au début d'une stratégie et à la fin qu'il faut faire une évaluation, mais peut-être tout le long des années qui se déroulent et au fil de l'eau, pour qu'on puisse d'ores et déjà corriger peut-être des propositions qui n'ont pas été, ou en tout cas appuyer des propositions qui n'ont pas été suffisamment déployées. Je n'en dirai pas plus. Vous voyez que l'expérience de terrain de Nathalie comme professionnelle de santé a parlé et elle est passionnée par le sujet. Mais c'est vrai qu'on pourrait auditionner dans le groupe d'études là aussi peut-être des experts de l'évaluation pour voir avec eux comment on pourrait élaborer ces référentiels et mieux mesurer donc l'efficacité et l'intérêt de l'action sur le terrain quant aux prises en charge des enfants et des adultes autistes. Dernier point, c'est le sujet de la recherche, avant que Nathalie conclue notre présentation. C'est un sujet majeur, la recherche, parce que, évidemment, c'est ce qui permettra demain de mieux soigner et de mieux comprendre l'autisme. Il y a vraiment 2 volets, d'ailleurs. Il y a la recherche fondamentale, essentielle, sur les raisons de l'autisme. On sait que les cas d'autisme se multiplient. Il y a des chiffres qui nous viennent des États-Unis, nouveaux d'ailleurs, qui sont vraiment préoccupants. Et on comprend mal aujourd'hui les raisons de cette épidémie d'autisme. Alors, il y a probablement des facteurs génétiques, il y a aussi des facteurs environnementaux, mais il faut absolument que la recherche se déploie de ce point de vue. Mais il y a aussi un autre pan de la recherche qu'on oublie trop souvent, qui est la recherche sur les méthodes pour soigner l'autisme. On applique aujourd'hui des méthodes éducatives et comportementales, mais qui nous viennent des États-Unis, qui viennent du Canada,
du reste du monde, mais en France, voilà, on ne travaille pas dans les universités ou pas suffisamment sur ce point. Il y a tout le volet sciences humaines et sociales qui mérite aussi d'être soutenu. La recherche, elle n'est pas que de sciences dures, elle est aussi sur le plan des sciences humaines, et de ce point de vue-là, elle mérite d'être soutenue. Or, si on regarde les chiffres, ces chiffres montrent que il y a trop peu de publications en France. La France est au 9e rang mondial s'agissant des publications dans le domaine de l'autisme. Et pourtant, on a de très très bonnes équipes, mais la recherche est très insuffisante dans un grand nombre de domaines. Alors, pour que les choses aillent mieux dans le domaine de la recherche, il y a plusieurs mesures que nous préconisons. Il y en a deux, en réalité, si on veut les résumer. Un, il faut une meilleure coordination, et deux, il faut plus de moyens et des financements plus importants. Alors, s'agissant de la coordination, la stratégie nationale propose un groupement d'intérêts scientifiques, pourquoi pas, mais on pense, nous, qu'on pourrait aller plus loin, et notamment, on pourrait s'inspirer de ce qui a été fait dans le domaine du cancer, avec l'Institut national sur la recherche sur le cancer, et on pourrait avoir un Institut national sur l'autisme, sur le même modèle, parce que ça permettrait d'identifier vraiment la volonté nationale de mettre l'accent sur la recherche dans le domaine de l'autisme. Cet institut, il n'est pas là pour se substituer à l'INSERM, aux universités, au CNRS, etc. C'est uniquement une instance de coordination. Mais comme dans le domaine du cancer, ça pourrait être aussi une instance qui permettrait de faire de l'information et de la prévention. Ça donnerait plus de visibilité, je pense, qu'un simple groupement scientifique. Donc, ce que dit la stratégie, c'est bien, mais nous, on dit aller un tout petit peu plus loin et appelons ce groupement, qui restera un groupement en fait de coordination scientifique, pourquoi pas lui donner le nom d'institut, ça lui donnerait une plus grande force et une plus grande visibilité. Et ça ne contredit pas du tout ce qui est dans la stratégie, ou simplement d'aller un tout petit peu plus loin. Dans le domaine de la recherche aussi, comme dans le domaine des moyens financiers consacrés à la recherche, deux chiffres simplement. Au Royaume-Uni, c'est 173 millions d'euros qui sont consacrés à la recherche sur l'autisme par an. En France, c'est 5 millions d'euros. 173 millions d'euros aux États-Unis, en Grande-Bretagne, pardon, par an, et 5 millions d'euros en France. Donc on voit bien que c'est très insuffisant. Alors dans le cadre de la stratégie autisme, il est proposé d'augmenter les moyens, et c'est très bien, on s'en félicite, 14 millions d'euros, mais on pense que ça restera, et ça reste très insuffisant, notamment si on veut déployer la recherche sur les deux pans que j'indiquais, c'est-à-dire trouver les raisons et les causes de l'autisme, et puis faire en sorte que les moyens de soigner l'autisme soient plus efficaces demain. Donc on aurait pu en traiter en premier. On a eu un débat, notamment avec M. Maisonneuve à ce sujet, sur le point de savoir si on devait traiter de la recherche en premier ou en dernier. Alors, il était très attaché à ce qu'on en traite en premier. C'est ce qu'on avait commencé nos auditions par la recherche, mais finalement on a fait le choix, dans le cadre de notre présentation ce matin et aussi dans le cadre du rapport, de commencer par le repérage, le diagnostic et les recommandations HS, parce que c'est ce qui préoccupe le plus les familles, et notre rapport s'adresse aux parlementaires, aux scientifiques, aux professionnels, mais peut-être aussi d'abord aux familles. Mais on n'oublie pas la question de la recherche, on en traite en dernier parce que quelque part on termine le rapport sur l'avenir. Voilà. Et la recherche, c'est l'avenir, c'est vraiment ce sur quoi il faut mettre le paquet, parce que c'est ce qui permettra demain vraiment de trouver les vraies solutions. Si on sait comprendre les causes de l'autisme, on saura demain mieux soigner évidemment l'autisme, et c'est par la recherche, voilà, que les choses s'amélioreront durablement et dans le temps, ce qui n'empêche pas qu'on puisse là tout de suite prendre des mesures avec les outils, les instruments dont nous disposons. Donc vous voyez, Monsieur Maisonneuve, il n'y a pas de contradiction, et finalement la recherche a toute sa place dans notre rapport. Voilà, pour conclure et avant de passer aux questions, donc ce que je souhaite dire, peut-être Daniel, tu voudras compléter, c'est que effectivement le rapport initial de la Cour des comptes, c'était une mine d'or pour nous en termes d'information. Cependant, ce rapport il fait état de nombreuses lacunes malgré les plans successifs. La stratégie nationale, qui a été dévoilée par le Premier ministre le 6 avril, elle correspond aux objectifs que le président de la République avait annoncés donc, dès juillet 2017, et bien entendu, nous la soutenons.
Nous le savons, chaque être est singulier. Et nous savons aussi que la singularité se niche dans le détail, hein, notamment quand on parle d'autisme. Donc, pour les personnes autistes, cette singularité, du coup, elle débouche sur des situations de marginalisation, d'incompréhension et de stigmatisation. Et chacun d'entre nous, bien sûr, c'est aussi l'objet de ce rapport, devra s'intéresser à cette singularité. Pourquoi? Parce qu'elle concerne 1% de la population française. Donc, c'est une question de santé publique. Donc, par ce rapport, bien sûr, nous avons affirmé notre soutien à la stratégie nationale et enfin, à la démarche impulsée, mais soucieux d'une plus grande efficacité et parce que finalement, notre rôle de parlementaire, c'est bien d'évaluer. Hein. C'est aussi de proposer. Donc, nous avons élaboré 31 propositions. Donc, ces propositions qui concernent le dépistage, comme nous en avons parlé tout à l'heure, la formation des professionnels, cette formation pour s'assurer qu'en fait, chacun dispose d'un socle commun, un socle commun de connaissances donc qui s'appuie sur les recommandations de bonne pratique et qui, du coup, permettent de déboucher sur cette impérieuse nécessité d'articuler les interventions pour affirmer le droit aux soins auquel tout citoyen peut prétendre. Nous avons bien sûr insisté sur le besoin d'information des personnes et de leurs familles. Nous avons auditionné, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, des personnes qui nous ont présenté des dispositifs coordonnés et efficaces et nous pensons qu'il serait nécessaire de les déployer, de nous en inspirer sur l'ensemble du territoire. Si l'inclusion, bien entendu, est le maître mot, nous devons également penser aux plus fragiles qui ne pourront déployer les habiletés sociales nécessaires car ils n'en ont pas la ressource. Notre groupe d'études parlementaires est effectivement un lieu d'échange, un lieu d'expérience entre parlementaires et les dysfonctionnements que nous constatons sur le terrain au gré de nos rencontres devront trouver un écho auprès des pilotes de la stratégie nationale. Nous leur demandons donc instamment de mettre en place des indicateurs de suivi qui seront renseignés dans chaque ministère, par chaque administration, et nous permettront de mesurer l'amélioration des prises en charge et leurs effets sur les personnes. Dans chaque projet de loi, un volet donc dédié devrait être intégré, comme nous l'avons fait effectivement sur la loi Elan, comme Carole, tu en as parlé, ce sera le cas sur la loi sur l'avenir professionnel et sur d'autres lois à venir, comme par exemple, je pense à la loi sur les mobilités. Je ferai également une toute petite aparté pour dire que notre rapport, en fait, il se veut... Ce que nous souhaitons dans ce rapport, c'est faire des propositions qui soient plutôt positives, c'est-à-dire on a aujourd'hui des axes qui ont été identifiés par la Haute Autorité de Santé qui doivent être déployés et diffusés. Donc, soyons positifs, montrons comment ces axes finalement d'accompagnement peuvent être déployés, comment nous pouvons les appuyer, et puis oublions peut-être les rancœurs et les oppositions qui ont eu lieu pendant des décennies, puisque aujourd'hui, nous, notre objet, c'est de construire l'avenir, comme disait Daniel, et non pas de nous attarder sur des polémiques qui ont pu avoir lieu lors des dernières décennies. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, madame la rapporteure, pour cet excellent travail. Je pense que votre présentation très complète, ainsi que la liste impressionnante des personnes auditionnistes, suffit à exprimer le sérieux avec lequel vous avez mené votre rapport. Alors, je le disais en introduction, le CEC doit être une instance productive qui, en plus de son travail d'évaluation, apporte des préconisations nécessaires à l'engagement de nouvelles réformes. Vous nous avez permis, avec ce rapport, de mieux percevoir la place du patient, de leur famille et des soignants face à l'autisme. C'est une chance de pouvoir appréhender un sujet aussi complexe avec autant de précision et de clarté, et notamment sur autant les sujets de diagnostic que de prise en charge. Alors, ce que je retiens surtout, ce sont les 31 préconisations qui constituent le fruit de ce travail d'évaluation. J'y vois des préconisations budgétaires, j'y vois des préconisations réglementaires, contractuelles, mais aussi de contrôle et d'évaluation. C'est bien la preuve que cette Assemblée dispose des ressources nécessaires pour accompagner les réformes dont notre pays a besoin. Sur la question de l'autisme, vous avez également rappelé qu'il y a un groupe d'études parlementaires actuellement en cours. Alors, est-ce que les membres du groupe de travail ont-ils des questions à ce sujet de la présentation qui vient de nous être faite? Alors oui, monsieur Thierry Michel.
Merci Madame la Présidente. Je veux d'abord saluer le travail remarquable des deux rapporteurs. Donc félicitations chère Nathalie et chère Daniel. En vous écoutant, en fait, j'étais renvoyé à un récent rendez-vous que j'ai eu dans ma circonscription, où j'ai reçu une famille qui était effectivement confrontée pour leur enfant de 3 ans à tout ce parcours de combattant que vous avez décrit. Et on retrouvait effectivement pour eux, ils avaient tout à fait compris l'importance du dépistage précoce, l'importance de la prise en charge. Et en fait, leur souhait, finalement, c'était que leur enfant devienne un citoyen à part entière et qu'il ne soit pas, finalement, à la charge de la société et puisse réaliser tout son potentiel. Et vous avez cité ce chiffre de 2% seulement de personnes autistes qui sont dans l'emploi. Et donc, on a évidemment une responsabilité sociale, citoyenne vis-à-vis de ces patients, de ces personnes atteintes de ces troubles. Et moi, je voulais vous poser la question, et on a aussi une responsabilité économique. On a parlé du coût de 4 à 6 milliards de traitement de l'autisme en France. La question que je voulais vous poser, c'est dans les mesures que vous préconisez, finalement, est-ce qu'on n'a pas finalement un travail sur la prévention qui va finalement être très bénéfique d'un point de vue financier? J'aimerais savoir un peu quelles sont vos réflexions par rapport à ce sujet. Et ma deuxième question, c'est le rôle des associations que vous avez citées, qui me semble très importante parce que souvent, finalement, les parents se retrouvent seuls et on a besoin d'associations qui défendent les patients, les familles et qui jouent le rôle d'aiguillon par rapport à des systèmes et des organisations qui font au mieux, mais qui parfois perdent le sens de finalement l'intérêt ultime du patient, des familles. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. On va peut-être prendre une deuxième question. Madame Caroline Grandjean. Bravo pour effectivement ce rapport qui correspond à un vrai besoin. C'est-à-dire qu'on est à l'orée de cette stratégie autisme qui a été annoncée par le gouvernement. On vient de repartir sur une seconde législature parce que ce groupe autisme n'en est entre guillemets qu'à sa seconde législature. Et Daniel Fasquelle, tu as agi pour qu'il soit créé sous la précédente législature, mais aujourd'hui, charge à nous de porter les sujets qui vont être des enjeux d'aujourd'hui, je dirais même d'hier, mais d'aujourd'hui sur cette prochaine législature. Vous avez évoqué un panel de sujets, je ne reviendrai pas sur tous, mais en termes déjà de formation des professionnels de la santé ou de l'éducation, je crois qu'il y a un énorme enjeu. Est-ce que vous avez pu faire un peu un diagnostic du pourcentage ou de la réalité de cohérence avec les recommandations de la Haute Autorité de la Santé? Est-ce qu'on a réussi à avoir un paysage de cela? Parce que ça me semble extrêmement important, très difficile, hein, je pense à avoir. La deuxième question que j'avais, c'était par rapport à ces structures du EMA. Je voulais savoir si vous aviez pu échanger autour des critères de sélection. Je fais écho à des échanges que j'ai eus sur le nord-est de la France, sur l'idée que finalement les critères de sélection pourraient être revus l'année prochaine, de manière à avoir des enfants qui seraient peut-être plus à même, en fait, par le futur, à être réintroduits dans le milieu ordinaire. Ce qui a un sens, mais ce qui peut aussi poser question sur la vocation, finalement, de cette structure-là. Et ma troisième question, c'est par rapport à ce que vous avez des études sur la question de l'inclusion dans l'emploi. Quels sont les métiers qui sont plus finalement quels sont les métiers qui ont aujourd'hui des personnes atteintes de troubles autistiques, et est-ce que vous avez pu échanger avec des structures type Pôle emploi ou j'en sais rien qui, mais qui pourraient vous avoir donné ce type d'indicateur-là? Je vous remercie. Je commence, Daniel, peut-être pour répondre à Thierry Michel dans un premier temps. Oui, tu veux bien? Oui, bien sûr. Oui. Oui, Thierry, donc sur la question des actions de prévention. En fait, est-ce qu'on peut vraiment parler d'actions de prévention ou est-ce que l'accompagnement n'est pas déjà une action de prévention? C'est-à-dire, justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? C'est que pour ces personnes qui ont un handicap, il y a un accompagnement très précoce qui soit mis en place, un accompagnement qui permette en fait d'acquérir ce qu'on appellera les habiletés sociales, c'est-à-dire la capacité à bien vivre en société, puisque finalement, un des signes du handicap majeur, c'est la communication, c'est l'intégration, c'est la capacité à vivre avec les autres le plus normal possible. Et on sait très bien que quand on aide ces enfants, qu'on les accompagne dès le plus jeune âge à justement développer ces habiletés sociales, ces interactions avec l'autre, eh bien c'est comme ça qu'ils arriveront à être autonomes et à s'intégrer. Donc,
c'est là que c'est fondamental que cet accompagnement il commence dès le plus jeune âge, parce que on estime, je crois, qu'il y a à peu près 50% des personnes autistes qui sont atteintes, donc qui ont une déficience intellectuelle. Ça veut dire qu'il y en a 50% qui n'en ont pas, et donc qui ont vraiment ce problème fondamental qui est l'interaction sociale, qui peut être corrigé, ou qui peut être en tout cas, on va dire, accompagné par justement les acteurs médico-sociaux ou même les libéraux formés à ça. C'est bien tout l'enjeu. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis, donc, sur la question du soutien aux associations, là encore, je crois que nous avons chacun des associations sur le terrain. Je crois qu'il faut, justement, dans cette offre, on parle d'offre intégrée, il faut que ces associations fassent partie de l'offre intégrée. Et donc, si aujourd'hui on a des ARS ou des CRA qui proposent des offres intégrées, il faut que ces associations en fassent partie, bien entendu, si tant est qu'elles soient reconnues comme dispensant un accompagnement ad hoc, avec, comme je disais, formation des professionnels, etc. Jacques Maire. Pardon, excusez-moi, vous voulez répondre aussi? Je voulais simplement, en complément, sur le rôle des associations, on est parfaitement d'accord. Et on parlait tout à l'heure du reste à charge, mais je pense que le reste à charge, il se pose évidemment s'agissant de chaque famille prise individuellement, mais si les familles décident de se regrouper, plutôt que d'aider les familles, on peut aussi décider d'aider les associations. C'est une autre façon de régler le reste à charge, en fait, parce que du coup, l'association offrant aux familles des heures avec les spécialistes que l'association a recrutés ou les bénévoles qu'elle a formés, à la fin, le résultat est le même. C'est ce que je voulais dire. Je ne me suis peut-être pas bien expliqué sur ce point, mais je pense que ces associations, il ne faudrait pas demain... Vous savez, le risque, si on décide, si l'État et les institutions reprennent en main cette question, ce qui serait très bien, c'est de faire disparaître ces initiatives de terrain. Voilà. Et je crois qu'au contraire, elles sont utiles et qu'il faut les encourager. C'est peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Mais c'est très compliqué. Moi, j'ai créé une halte répit Alzheimer dans ma commune. J'ai mis 2 ans et j'ai eu un mal de chien parce que c'était dans des locaux de la commune et que les malades qui étaient en début de maladie, pendant ce temps de répit, étaient pris en charge par des bénévoles qu'on triait, qu'on formait, mais par des bénévoles. Et ça, l'hôpital du coin ne le supportait pas. Il y avait une première expérience qui a avorté parce que l'hôpital a voulu reprendre les choses en main, parce que pour les professionnels de santé, que des bénévoles, même formés, s'occupent de patients, c'est quelque chose d'insupportable. Donc, je crois qu'il faut vraiment arriver à faire tomber ces murs, s'affranchir de tout cela et donner de l'agilité, puisque c'est un mot à la mode, et de la souplesse, et d'être attentif et de ne pas demain tuer ces initiatives de terrain parce que l'État aurait repris la main. Je pense que c'est un point auquel je suis vraiment très attaché, parce qu'en plus, à la fin, c'est efficace. Ces associations permettent aux parents de se retrouver, et donc ils créent des groupes de parole. C'est très important qu'ils puissent échanger, qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls. On associe des bénévoles qui, du coup, eh bien, en parlent autour d'eux, et ça ouvre aussi le regard de la société sur ce qui se passe. Donc c'est vraiment dommage que ces initiatives disparaissent. Donc je pense qu'il faut trouver le moyen demain de les aider. Alors comme le disait Nathalie, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut évidemment les contrôler. Et si on donne de l'argent public, les certifier et s'assurer que, voilà, que les choses se passent bien, mais c'est déjà le cas dans un grand nombre de ces associations, et on pourrait demain trouver un moyen de les pérenniser. Et c'est une façon aussi de répondre à votre question sur le coût. Parce que quelque part, c'est aussi, ça coûte beaucoup moins cher que d'autres formules beaucoup plus lourdes auxquelles on pourrait éventuellement avoir recours. S'agissant du coût, c'est un sujet immense. Mais en fait, aujourd'hui, on marche complètement sur la tête, parce qu'au lieu de mettre un peu d'argent pour dépister de façon très tôt, repérer, soigner, 70% des enfants autistes peuvent avoir, s'ils sont repérés, diagnostiqués et bien soignés à temps, peuvent, à l'âge de 6-7 ans, avoir un niveau de langage fonctionnel, 70%. On en est très très loin aujourd'hui en France. Donc on est chez les... Enfin, c'est n'importe quoi. On ne repère pas, on ne soigne pas convenablement les enfants. Et quand ils sont adultes, on les enferme dans des établissements et ça coûte une fortune. Il y a des chiffres qui sont dans le rapport... Ouais, qui sont dans le rapport. C'est quelle page? C'est page 119 de la Cour des comptes. Page 119 dans le rapport de la Cour des comptes. On reprend ces chiffres dans le rapport, on pourra vous les donner. Mais aujourd'hui, évidemment, que d'enfermer un adulte autiste dans un établissement, ça coûte quand même beaucoup plus cher que si on l'avait convenablement pris en charge quand il était enfant et que s'il avait pu atteindre un minimum d'autonomie
dans le cadre de sa vie d'adulte ensuite. Donc je pense que la question du coût, alors le coût humain, il est terrible évidemment et terrifiant, mais si on regarde les choses froidement et du strict point de vue financier, l'intérêt de la France aujourd'hui, à terme, pour les finances du pays, c'est de mettre l'accent massivement sur le repérage, le dépistage et évidemment l'application des bonnes méthodes très très tôt auprès des enfants, quand le cerveau est en cours de formation. C'est là où on peut avoir les résultats les plus efficaces, entre 2 et 6 ans. Et derrière, on fera des économies tout à fait considérables. Donc, je pense que c'est vraiment, il ne faut pas lâcher là-dessus. Il faut arriver à dégager, alors c'est vrai que c'est compliqué, les budgets sont contraints, mais il faut arriver à dégager les moyens pour faire en sorte qu'on passe de 15% aujourd'hui à 100% demain d'enfants qui sont convenablement repérés, diagnostiqués et soignés. D'ailleurs, on fait une proposition que Nathalie a rappelée tout à l'heure, qui est très importante, qui est de faire en sorte que tous les médecins généralistes ou pédiatres de France fassent passer ce test à ces enfants. C'est ce qui se fait en Italie, c'est ce qui se fait en Grande-Bretagne, et c'est comme ça qu'ils arrivent à un système de repérage extrêmement efficace. Et puis derrière, bon, évidemment, il faut que les bonnes méthodes soient appliquées. Voilà, par rapport aux associations et aux coûts. En ce qui concerne les formations et les métiers, il n'y a pas de panorama, malheureusement, aujourd'hui. Il n'y a pas de carte. Alors, qui pourrait faire cette carte et ce panorama? Je pense que c'est l'éducation nationale d'un côté et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de l'autre, puisque ce sont quand même eux qui autorisent l'ouverture de formations, qui autorisent que des formations soient reconduites. Vous ne pouvez pas ouvrir un BTS en France, vous ne pouvez pas ouvrir une formation dans un IUT en France, vous ne pouvez pas ouvrir une licence professionnelle, vous ne pouvez pas ouvrir un master si vous n'avez pas déposé à un moment une maquette et obtenu le feu vert du financeur, c'est-à-dire soit l'Éducation nationale, soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Alors peut-être pas seul, c'est pour ça qu'il y a une déléguée interministérielle, c'est à elle de trouver le moyen, peut-être de faire le lien aussi avec le ministère de la Santé pour qu'il y ait une bonne expertise et les bons inspecteurs. On a des inspecteurs généraux dans chacune de nos administrations. Je pense qu'on pourrait les mobiliser pour peut-être faire cette cartographie, faire cet annuaire dont on parlait tout à l'heure, et puis faire en sorte ensuite que les choses évoluent pour que là aussi on soit un jour à 100% de formation initiale et continue qui applique les recommandations de la HAS. Et puis peut-être juste pour répondre. Excuse-moi, pour répondre également à la question des critères de sélection de l'UEMA et du coup du parallèle entre UEMA et école ordinaire. Bon, je pense que si les UEMA ont été proposés dans le 3e plan autisme, c'est parce que justement on est à l'âge critique où les enfants peuvent être vraiment, on peut vraiment les aider à passer le cap, et donc elles ont été développées dans ce cadre-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, Sophie Cluzel, dans la stratégie, a insisté sur le fait qu'il fallait encore en déployer d'autres. Donc c'est bien qu'elles ont prouvé leur efficacité. Par contre, ce que tu dis est assez juste, on ne sait pas. Et peut-être que ça, ce serait intéressant qu'on le creuse, même dans le cadre de notre... Quels sont les critères de sélection en UEMA? Mais par exemple, je sais que chez moi, pour les classes Ulysse, en fait, c'est un peu premier venu, premier admis. Donc là, il y aurait certainement un travail de fond à faire. Merci pour cette réponse conjointe. Jacques Maire pour une question. Une question, je ne suis absolument pas spécialiste du sujet, même si je suis très à l'écoute. Et j'ai vu pas mal d'établissements dans mon circonscription qui nous interpellent beaucoup sur cette question. Et ce qui me frappe, moi, par rapport à d'autres contextes, je dirais, médicaux. D'ailleurs, j'entends Daniel parler de maladie. Est-ce qu'on peut stabiliser un petit peu le vocabulaire? On parle de handicap. Voilà, si ça, votre retour de spécialiste serait bienvenu sur le sujet. Trois choses, moi, qui me font penser que c'est un sujet qui nous oblige un peu à réfléchir différemment. D'abord, c'est la dynamique, c'est-à-dire on a l'impression de faire beaucoup de progrès, d'augmenter les prises en charge d'établissements, mais l'évolution va plus vite que notre capacité de réponse. C'est-à-dire qu'en réalité, nous marchons vite pendant que l'autisme court. Et comment est-ce qu'on peut, quelque part, récupérer cet effet retard qui, sur le terrain, augmente alors qu'il y a de plus en plus de gens engagés? C'est vrai sur le plan quantitatif, c'est vrai aussi sur le plan qualitatif avec le vieillissement. Là aussi, vous l'avez abordé, mais si vous avez quelques éclairages, comment on passe effectivement d'une mobilisation et d'établissements qui sont là pour traiter les plus jeunes et les adolescents à l'âge adulte qui devient de plus en plus fréquent pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis le troisième point, c'est
sur la difficulté, y compris sur la prise en charge, dans une conception d'une approche collective. Ce qui pour moi est le plus impressionnant dans ce que j'ai vu, c'est quand même l'individualisation des protocoles qui nous met dans une situation de total non-décryptage si on n'a pas été briefé avant de la façon dont un tel réagit et doit être accompagné. Donc il me semble comme ça que le défi de la formation, il est encore plus important que pour des pathologies je dirais à comportement ou à symptômes collectifs. Et de ce point de vue, voilà, ça doit poser des problèmes, y compris de formation, de financement, etc. Un point sur les bénévoles. Je pense qu'il y a des expériences à tirer d'autres domaines d'encadrement du bénévolat. Je pense par exemple à ce que sont les protocoles de formation des bénévoles dans les unités d'accompagnement de soins palliatifs, qui sont extrêmement définis, très encadrés, avec y compris, je dirais, des contextes de formation, de confidentialité, de reporting, etc. Je pense que si on veut vraiment donner une place à ce mouvement, il y a de bénévoles, il faut vraiment organiser les choses. Et je ne sais pas de ce point de vue-là si, du point de vue de l'autisme, on est en retard ou on avance par rapport à d'autres secteurs. Merci. Merci. J'en profite pour moi-même intégrer une question. Vous avez parlé de la singularité des individus. Certains types de troubles se manifestent de manière différente, notamment chez les hommes ou chez les femmes, chez les petits garçons et chez les petites filles. C'est pour différentes raisons et peut-être aussi par rapport à nos codes de société. Y a-t-il une approche particulière différenciée par rapport au diagnostic ? Je commence à répondre. Donc, Jacques, concernant donc, ta réponse sur effectivement le fait qu'on a l'impression que la prévalence court plus vite que ce que nous marchons pour apporter des réponses. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est bien pour ça aussi qu'on est sur une question quand on parle de santé publique, c'est aussi ça, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on ne court pas finalement après une question qui va nous dépasser un jour. Et c'est pour cela, me semble-t-il, que les réponses simples, déployer une offre médico-sociale, etc., c'est bien, mais il faut aussi apporter des réponses simples comme on le voit dans le secteur associatif. Mais moi, je voudrais juste vous faire part d'un témoignage, c'est qu'aujourd'hui, les établissements médico-sociaux et l'éducation nationale sont très réfractaires à faire appel au monde associatif pour les assister. Par exemple, lorsque j'ai fait mon audition à la MDPH de la Loire, donc, qui est mon département, vous savez, pour tout ce qui est évaluation donc, et orientation des personnes, enfin, prestation de compensation du handicap, il y avait dans le comité dans la commission des associations spécialistes de l'autisme. Mais aujourd'hui, faire rentrer des parents et faire rentrer des associations dans l'école, c'est une guerre culturelle que nous devons mener. Et là, je pense que les pouvoirs publics ne pourront pas le faire tout seuls. Enfin, voilà, c'est comme ça que je le pense. Concernant l'approche collective, donc voilà, mais quand même, concernant l'accompagnement et les réponses qui sont apportées, c'est bien parce qu'on est dans une approche singulière et donc chaque enfant ou chaque adulte est différent, qu'il faut quand même apporter une réponse à chacun, enfin une réponse singulière également, et que les temps collectifs sont assez difficiles à imaginer, d'autant que la vie en collectivité n'est pas la chose la plus simple pour les personnes autistes. Sur la prévalence, c'est vrai qu'on n'a aucun chiffre en France. Tous les chiffres que l'on a viennent de l'étranger. On cite souvent des chiffres des États-Unis ou du Japon. Et ça fait partie d'ailleurs des recommandations de la stratégie et des recommandations du rapport, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir une étude précise en France sur la prévalence, combien sur 1000 enfants qui naissent aujourd'hui en France, combien d'enfants sont atteints de troubles du spectre autistique. On n'en sait absolument rien. Alors on dit 100, c'était 2000 il y a 20 ans, mais tout ça c'est quand même un peu au doigt mouillé, et c'est parce qu'on transpose en France des études qui ont été faites dans d'autres pays. Donc c'est là où on a vraiment besoin de chiffres précis pour après faire un travail scientifique efficace, et puis un travail aussi de prise en charge efficace, et pouvoir mesurer aussi concrètement ce que ça peut coûter justement si on se projette à quelques années de prendre vraiment efficacement en charge les enfants qui naissent et qui peuvent être atteints de ce trouble. Alors maladie ou handicap, c'est vrai que le vocabulaire est pas
n'est pas stabilisé. On parle plutôt de handicap que de maladie. Je n'ai pas tout à l'heure de maladie chronique, parce que je voulais faire une comparaison, si vous voulez, quant à la prise en charge avec une maladie chronique. Mais en réalité, on pourra vraiment trancher définitivement ce sujet quand on connaîtra vraiment les causes de l'autisme. Vous avez des enfants qui naissent sans aucun problème, puis à 18 mois, tout à coup, ils déclenchent des troubles autistiques. Vous voyez, donc c'est pour ça que finalement, tant qu'on n'aura pas une idée précise des causes véritables de l'autisme, on ne pourra pas mettre un nom sur ce phénomène, sur cette pathologie, maladie ou handicap. Mais c'est vrai qu'il faut mieux parler de handicap plutôt que de maladie. Et puis en fait, on parle aujourd'hui de troubles du spectre autistique, voilà, pour ne pas avoir à utiliser un mot ou un autre. Là, au moins, on est en sécurité et on sait de quoi on parle. Pour ce qui est de rattraper notre retard, écoutez, moi je pense que il faut peut-être mettre plus de moyens, mais surtout mieux utiliser les moyens qui sont les nôtres. Alors, je ne veux pas réouvrir le débat sur la psychanalyse et puis les recommandations de la haute autorité, mais enfin, il y a aujourd'hui des moyens encore en France qui sont très très mal utilisés, qui sont utilisés contrairement à ce que recommande la haute autorité, à ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. La priorité, c'est de redéployer ces moyens pour faire en sorte que, eh bien, ils respectent les recommandations de la HAS. On a aujourd'hui de l'argent public qui est dépensé pour des formations qui forment encore à des méthodes et qui partent d'une analyse, alors là, pour le coup, qu'on ne peut absolument pas partager, qui serait que l'autisme est une psychose. L'autisme n'est pas une psychose et la psychanalyse ne peut pas traiter de l'autisme. Et pourtant, vous avez encore aujourd'hui en France des formations, vous avez encore des professionnels payés par de l'argent public qui vous explique que l'autisme est une psychose et que la psychanalyse est la solution à l'autisme. Ça, c'est plus possible. Voilà. Donc, je pense qu'on a commencé à le faire. C'est ce que souhaite d'ailleurs le gouvernement. Mais il faut définitivement redéployer tous les moyens qui existent dans l'application des recommandations de la HAS et dans le développement des bonnes méthodes et dans l'enseignement des bonnes méthodes. Mais ça ne suffit pas. Il faut en plus mettre un peu plus d'argent pour le diagnostic, pour les bonnes prises en charge des enfants, pour les adultes, et puis également dans le domaine de la recherche. Ça, c'est absolument évident. Donc, redéployer les moyens existants, et puis essayer de dégager des marges de manœuvre là où on peut. Mais même si on raisonne, comme je disais tout à l'heure, d'un point de vue strictement financier et budgétaire, ça vaut le coup de mettre le paquet, voilà, notamment sur les enfants aujourd'hui, parce que c'est des économies qu'on fera de toute façon demain. S'agissant du vieillissement, bien évidemment, c'est un défi qui est devant nous. S'agissant des adultes, c'est un défi qui est devant nous et on fait un certain nombre de propositions. Je ne vais pas les répéter dans le rapport, mais qu'il s'agisse de la prise en charge, y compris à domicile, qu'il s'agisse de l'offre de logement, qu'il s'agisse de l'accès à l'emploi. Il y a là un immense chantier qui est devant nous. Vous avez raison de le souligner. On en parle dans le rapport et on en fera une priorité du groupe d'études d'autisme, comme je l'indiquais tout à l'heure, dès l'automne avec les 3e journées parlementaires. Et puis sur l'individualisation des traitements, ça c'est absolument évident. Il n'y a pas un cas d'autisme qui ressemble à un autre cas d'autisme. Il faut à tout prix, évidemment, s'adapter à chaque enfant, à chaque adulte. Et en plus, selon l'évolution de l'enfant, il faut adapter les parcours et les méthodes. Donc il faut vraiment faire du sur-mesure. Parce qu'un enfant, à un moment, c'est plutôt la méthode ABA qui lui conviendra. La méthode PEX, il faut qu'il soit à un moment complètement pris en charge, massivement pris en charge, et puis ensuite un peu moins, parce qu'on peut le mettre en milieu scolaire ordinaire, mais pas tout de suite complètement. Voilà. Il faut construire des parcours. Et ça, on insiste là-dessus dans le rapport, et c'est vraiment très, très important. Quant aux filles par rapport aux garçons, c'est vrai que les filles sont a priori moins sujettes à l'autisme que les garçons, mais il y a un débat, un débat à ce sujet. On en parlait hier avec quelqu'un qui connaît bien ce sujet, qui s'y est intéressé. Et il se pourrait que les filles, parce qu'elles ont peut-être des habilités que les garçons n'ont pas dans leur rapport avec les autres, elles corrigent d'elles-mêmes, et elles développent elles-mêmes des méthodes de compensation qui font que du coup, on n'arrive pas, on a des difficultés à diagnostiquer l'autisme chez elles, et on finit par poser un diagnostic, mais beaucoup trop tard, quand elles ont parfois 20 ans ou 30 ans. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faudra évidemment aborder dans les années qui viennent, mais ça renvoie à la recherche, ça renvoie à ce que j'indiquais sur la prévalence.
il faut absolument qu'on ait une analyse plus fine du nombre de personnes qui sont touchées par ce trouble, au féminin et au masculin, quel que soit leur âge. Et c'est à partir de ces données fiables qu'on pourra aussi ensuite développer des politiques publiques efficaces. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole ? Écoutez, merci à tous et merci encore aux deux rapporteurs pour leur travail d'excellence. Je souhaite que vous puissiez poursuivre sur la mise en œuvre de vos préconisations avec l'aide du CEC et de ses membres, et puis enrichir bien évidemment le débat de votre expertise. Je vous propose, si personne n'y voit d'inconvénient, d'autoriser la publication du rapport. Il en est ainsi. Nous nous retrouvons pour l'examen du prochain rapport sur l'évaluation du système éducatif. La date vous sera transmise ultérieurement et je vous propose que la séance soit levée. Je vous remercie.